Bonjour et bienvenue sur Kemitamat, la chaîne associative panafricaine pour la culture. Nous sommes en direct de Tremblay où a lieu aujourd'hui, en ce vendredi 22 novembre 2013, le festival Reflet d'Afrique organisé par la mairie de Tremblay. Nous sommes en compagnie de monsieur Gabriel Mbarga, journaliste chez Télésud. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez tenu la conférence et vous avez donc pu faire passer un message à tous les Tremblois, comme on dit les Tremblais. Honnêtement, je ne sais pas, j'aurais dû me renseigner en venant. J'ai été invité par la mairie avec deux conférenciers qui étaient Lasconi ce soir et Emmanuel Mbelek sur un thème qui est en résonance avec ce que je fais sur Télésud, où je m'occupe des questions d'histoire maintenant, en présentant une émission qui s'intitule justement « L'invité de l'histoire ». En dehors d'être quelquefois un débatteur politique ou éditorialiste quelquefois, mais je suis de plus en plus identifié par rapport à l'invité de l'histoire, où on parle de l'Afrique et des diasporas noires de façon générale, avec un invité qui arrive, avec qui je m'accorde sur un sujet. La plupart du temps, je lui laisse le soin de choisir le thème qui l'intéresse. Son travail dessus, c'est bimensuel. Ça nous laisse le temps d'aller au fond des choses. C'est un 52 minutes. C'est le lundi à 22h30. D'accord, très bien, très bien. Ok, très bien. Écoutez, on vous remercie, Gabriel. C'est moi. Et puis, on espère qu'on sera amené à collaborer pour l'Afrique. Parce que c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous unit. C'est ce que je fais ici ce soir. Parce que quand vous m'avez proposé cette interview, je l'ai fait avec plaisir. Parce que je pense que tous les canaux de diffusion sont importants. Et qu'il faut saluer les efforts que vous faites. Parce que je vous le dis, ce n'est pas mon émission, mais c'est une jeune directrice d'une chaîne de télévision, la petite chaîne qui monte, Kemitamat. Merci beaucoup. Personnellement, je suis convaincu que lorsqu'on est brillant, je dis bien, j'insiste sur l'éducation, lorsqu'on est brillant, on ne peut pas subir le racisme. Je vous donnerai un exemple tout simple. Je m'amuse souvent à dire que je prenais l'Europe comme ma poche. En 2005, lorsque le pape Jean-Paul II est décédé, je me retrouvais en Italie, dans une petite localité près de Naples qui s'appelle Campi Flegrei. Et dans le sud de l'Italie, vous avez beaucoup de dialectes. En Sicile, par exemple, les gens parlent le sicilien. À Naples, les gens parlent le napolitain. C'est de l'italien, mais un peu créolisé. On va dire ça. Et pendant qu'on était dans une pizzeria, plusieurs images passaient à la télévision des potentiels remplaçants du pape Jean-Paul II, parmi lesquels se trouvait un archevêque nigérian. Et lorsque l'image de ce cardinal est passée, les gens ont crié à l'unisson. Il y en a un qui a dit « Mamma mia, quand un papa nero, il fino mundo arrive. » Mon Dieu, avec un pape noir, ça va être la fin du monde. Et en fait, ces personnes ignoraient que le seul noir qui était dans la pizzeria comprenait parfaitement leur dialecte. Au lieu de répondre en français, j'ai répondu en napolitain. Alors, en napolitain, souvent, lorsque vous prenez la parole, vous l'accompagnez des signes. Si vous faites ça en disant Burkina, c'est une insulte. Si vous prenez le temps en disant Burkina, ça veut dire malin. Et donc, j'ai commencé par faire le signe pour faire comprendre à l'Assemblée que le seul noir qui était dans la salle comprenait parfaitement la raison du rire. Donc, j'ai dit Burkina, non te préoccupe pas, les gens n'ont pas nero en Afrique, c'est qui a Nelson Mandela. Donc c'est une façon de dire que ne vous inquiétez pas, gardez-vous votre pape blanc. Il y a déjà un pape noir en Afrique, il s'appelle Nelson Mandela. Et là, finalement, j'ai fait rire toute l'Assemblée et à la fin, j'ai eu droit à des pizzas gratuites. Vous parlez de mondialisation, moi, des termes dont je ne voudrais pas être complice. Parce que pour moi, la mondialisation n'a aucun sens. Vous savez, la mondialisation a été créée non pas pour le monde, mais pour les Africains, parce que c'est un continent qui n'a pas de rempart. On peut facilement aller dédominer et couler ses marchandises.
Et là, mais on a oublié la Chine. Les Chinois ont dit, d'accord, mondialisons, ouvrons les frontières. Et on a vu, lorsque les Chinois ont commencé à fourguer leurs marchandises dans l'Union européenne, tout de suite à Bruxelles, il y a eu l'alerte. On a dit non, 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 on va arrêter, on va changer les règles du jeu. C'est comme si on était en train de jouer une compétition, et lorsque vous encaissez trop de buts, vous dites non, il faut qu'on change de jeu, il faut que ce soit qui perd gagne. Donc c'est exactement cela la mondialisation. Il faut éduquer, mais vous vous rendez compte que jusqu'à l'Assemblée nationale, il a été débattu qu'il fallait non pas expliquer les méfaits ou les dégâts de la colonisation dans notre pays, et ici aussi, mais plutôt le contraire, les bienfaits, jusqu'à 2004-2005, et souvenez-vous, c'était quasiment du 50-50 à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est dramatique. Et à ce moment-là, il y a eu quelques personnes qui se sont élevées contre ça, mais vous vous rendez compte où on en est, et maintenant on s'étonne. Monsieur parlait de ce qu'on a fait à Madame Taubira, et scandaleux, d'ailleurs le conseil municipal de Tremblay a fait un vœu, j'espère qu'il pourra être communiqué sur ce scandale total, quoi. C'est une femme brillantissime qui mène son... Je veux dire, qui a des convictions, quoi, qui a des tripes et qui mène ses combats avec beaucoup de ferveur. Donc voilà, nous on a été choqués par ça. Et je voudrais, puisqu'on parle beaucoup de pédagogie, d'éducation, que vous nous disiez comment vous, historien, je ne sais pas, je ne fais pas de différence entre historien et historien. Vous me l'expliquerez, monsieur Soul. Comment vous le vivez, parce que ça c'est un retour en arrière détestable, quoi. Les parents, quoi que l'on dise, la famille est le premier lieu de connaissance, de savoir, d'enseignement. Si les parents ne savent pas très bien ce dont on parle, s'ils n'ont pas très bien la connaissance ou la conscience du lieu dans lequel ils sont, c'est un peu grave. Mais les parents, et souvent ça arrive que les parents donnent des conseils aux enfants, enseignent, mais que les enfants prennent leur voix. Il faut retravailler les mentalités, il faut repartir sur les bases. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que quand on enseigne, voilà, vous êtes sous-homme, eh bien, ça vous crève. Mais après, vous adoptez un comportement qui va avec. Et je suis sûr que la plupart des Africains qui sont ici, ou la plupart des Français africains qui sont ici, ont eu ces comportements. Donc, il est important d'enseigner. Lorsque vous êtes dans une société où l'on ne vous accepte pas intégralement, quelles que soient les causes, vous devez vous battre pour rétablir la vérité. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous. Mais il ne faut pas les renvoyer en Afrique sans cesse. Parce qu'à chaque fois qu'on les renvoie en Afrique, ils ne sont plus ici. Or, physiquement, c'est là qu'ils sont. Donc c'est important de leur dire, effectivement, c'est important l'Afrique par rapport à vos parents, par rapport à votre histoire, de là où vos parents viennent. Donc eux ne sont pas issus d'eux, leurs parents sont issus d'eux, pas eux. Moi je suis né en Afrique, je suis issu d'eux, pas eux. Quand on est né à Villepinte, on est issu d'un pays européen, de Villepinte. On est originaire de Villepinte, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je suis heureux de me retrouver dans cette ville parce qu'il y a très peu de villes en France qui organisent ce genre de débat, surtout le mot Afrique. Reflet d'Afrique, je crois que le mérite de la ville de Tremblay en France, c'est d'avoir osé mettre reflet d'Afrique. Parce que j'ai parfois l'impression que même le mot d'Afrique pose problème. Alors, on va être clair. Moi, j'ai eu la chance, s'il vous plaît, moi j'ai eu la chance d'avoir eu des très très bons parents. Et j'essaie d'être à mon tour un très bon parent. J'ai grandi en France, je suis arrivé en France très jeune. Comme je le disais tantôt, je connais même mieux l'Europe que l'Afrique. Dieu seul sait que je l'ai parcouru de long en large. Mais je dirais tout simplement ceci. La chance que j'ai eue, moi, c'est que mes parents m'ont dit, tu n'es pas chez toi. Dès lors qu'ils m'ont dit que je ne suis pas chez moi, je ne me suis jamais fait d'illusions. Il faut comprendre une chose. Donc je rebondis à ce que monsieur vient de dire. Dire à son enfant qu'il est d'ici, c'est prendre un risque de faire un déséquilibré mental. Pourquoi ?
honnête. Là, n'oublions pas que la France a abrogé le droit du sol. Surtout, s'il vous plaît, surtout quand on a des parents clandestins. Parce que n'oubliez pas qu'il y a... Ben oui, en France, s'il vous plaît, en France, vous n'êtes pas français systématiquement. Il faut faire une demande. Donc, vous faites une demande, ce n'est plus le droit de sol. Je ne suis pas juriste, mais je pense que les choses doivent être claires. Personnellement, je ne suis pas intégrationniste, mais je comprends parfaitement qu'il y a des gens d'origine qui ont fait le choix de vivre définitivement dans un pays où ils sont nés. Je le comprends parfaitement. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours été africain, j'ai toujours regardé vers l'Afrique. Et l'Afrique me réussit très bien. Maintenant, je pense que nous vivons dans des sociétés où la couleur de l'épiderme a une grande importance. Ce n'est pas, on ne peut pas nier l'évidence. Pourquoi, moi, il m'arrive, parfois on me pose la question, vous êtes de quelle nationalité? Il m'arrive de dire je suis français, ce qui n'est pas le cas. Ça m'arrive de m'amuser, où je suis au Danemark, je dis je suis danois. Mais il y a toujours une seconde question qui vient, mais français d'accord, mais d'où? Donc autant me poser la question directement, au lieu de tourner autour du pot. Il y a eu des sociologues qui ont travaillé sur la question raciale. N'oubliez pas que ceux qui ont créé la République étaient des racistes. C'est le cas de Voltaire, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Essai sur les mœurs ». Il y a 8 volumes. Je les ai tous lus, croyez-moi. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Je vous recommande de lire le 4e tome. Et pourtant, Voltaire a un métro en France. Il a des rues, des statuettes, des bustes. Lisez Montesquieu, l'esprit des lois, où il compare le nègre à un singe. Donc ça a une profondeur. Tout ce qu'on appelle les Lumières, ce qu'on appelle ici en France les philosophes de lumière, que je considère moi comme les philosophes de l'obscurité, parce que ces gens n'ont pas éclairé, ils ont contribué aux préjugés. Favorisant un débat serein. Je dis simplement que si votre intégration a été plus facile, c'est tout simplement parce que vous êtes blanc. Et le fait d'être blanc, on ne sait pas d'où vous êtes. Nous, c'est flagrant. Quand on voit les cheveux brisés, on sait que vous êtes beurre. Maintenant, je ne dis pas, c'est pas une fatalité. Je pense que moi, personnellement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne, je vulgarise, je produis des DVD, des films. Je suis invité dans toute la France, dans des universités pour parler. Je compte beaucoup sur l'éducation. Parce que j'en suis sûr que lorsque les gens sont éduqués, moins ils ont des préjugés. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que la France. Allez en Italie, il y a une ministre, à chaque fois on lui jette des bananes. Madame Cécile Kienge, ministre de l'intégration. Elle est ophtalmologue, donc médecin, hein, spécialiste, hein, qui s'occupe de yeux, ce qui n'est pas négligeable. Elle est mariée à un Italien, elle parle parfaitement italien, mais la banane ressurgit tout le temps. Madame Taubira a une chaire d'économie, elle est docteur en économie, ça fait plus de 25 ans qu'elle est députée. La Guyane, c'est quand même la France, au même titre que la Seine-Saint-Denis. Mais le problème se pose. Donc, je pense que si Madame Taubira était restée à sa place de députée, la banane, elle n'y aurait pas eu droit au dessert. À un moment donné, il faut être réaliste. Il ne s'agit pas, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'une réalité disparaît. Je ne dis pas que la société elle-même est raciste. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais le racisme est là, il faut le combattre. Et la meilleure façon de le combattre, c'est d'en parler, non de tourner autour du pot. Oui, alors je voulais juste dire, juste dire un tout petit mot. Parce que, est-ce qu'on ne peut pas dans l'absolu, et il faut le comprendre, on ne peut pas dans l'absolu, ne pas dire aux enfants qui sont descendants de... Alors, moi, je vous comprends. Comme il vous a compris, mais il vous a expliqué que c'est vrai, votre intégration a été très facile. Parce que vous êtes blanc. Il faut le dire aussi. Européen. Alors, mais il faut savoir qu'on ne peut pas, dans l'absolu, ne pas dire aux enfants qui sont descendants de. Prenez le cas des autres personnes, par exemple, qui sont restées en Afrique. Vous ne pouvez pas ne pas enseigner à un enfant
de ne pas connaître ses origines. C'est pas possible. Quand on dit issu d'eux, c'est parce que c'est la société qui renvoie les gens. Et on ne peut pas ignorer ça dans l'éducation. On ne peut pas. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous dites I'm American, il n'y a personne qui vous demande d'où venez-vous. Mais ici, on vous pose systématiquement la question. Alors si l'enfant n'y a pas de réponse, vous faites quoi, monsieur? C'est l'idéal républicain. Mais au quotidien, puisqu'il y a le poids de l'histoire qui est porté dans son identité, qui est carnée, elle est là, elle est palpable, parce que la notion de noir est une notion qui porte quelque chose historiquement depuis des siècles. Il l'a en lui. Il faut lui donner une réponse par rapport à ça. Lui dire qu'il est. Chaque fois que vous ne lui avez pas dit ça, vous l'avez mis en difficulté. Il y a des pays où on ne lui renvoie pas cette image-là, parce qu'ils étaient là au moment où on construisait, même s'ils étaient esclaves. Et puis c'est une autre philosophie. Ce sont des pays de conquête, ils sont allés à la conquête de quelque chose. Quand vous dites, je répète, aux États-Unis, on ne vous demande pas, vous êtes américain originaire d'où? Ils ne vous posent pas la question. On ne vous pose pas la question dans la cour de récré, vous êtes originaire d'où? Même si vous avez un nom qui résonne, vous entendez même des noms américains. D'ailleurs, le premier d'entre eux aujourd'hui, il a un nom quand même qui vient d'ailleurs, je ne parle pas du reste. Donc, on est dans une société qui a ses réalités, tant qu'on n'a pas abordé ça du côté de la terre d'accueil, du côté de l'éducation qu'elle promeut à l'intérieur de l'institution qui est l'éducation nationale, dans les médias, dans les propos. Lasconi disait quelque chose, je vais quand même nuancer, même s'il a été brillant jusqu'ici. On peut être brillant et subir le racisme, la preuve, Christiane Taubira. Mais si tu essayes de dire on ne le subit pas intellectuellement parce qu'on est armé, je dis oui. Mais structurellement, il y a des discriminations, par exemple à l'embauche, pour parler des choses concrètes, où on connaît beaucoup de gens qui ont besoin d'aller, qui passent plus de temps à trouver un stage, qui passent plus de temps à trouver un boulot. Vous voulez dire quoi à un enfant à qui on renvoie à chaque fois son origine, qui ne la connaissent pas? Il doit la connaître et on doit lui dire d'où il vient. Ça, c'est ma réponse. Là, je suis vraiment super. Je suis en Formule 1. Parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent « Oh, Saïdou, tu sais, tu vas jouer à Tremblay. À Tremblay, ils sont mous. Ils applaudissent comme des molochoïs. » Vous savez ce qu'on appelle les molochoïs? C'est des tortues les plus lentes du monde, c'est à Marie-Galante. J'ai dit non, c'est pas à Tremblay. À Tremblay, les gens vraiment mettent le feu. C'est à Seine-Saint-Denis qu'ils applaudissent comme des molochoïs. Et bien, il y en a deux qui étaient venus de Seine-Saint-Denis pour me prouver le contraire. On leur prouve le contraire, on y va d'abord pour les conférenciers qui venaient de s'exprimer. Et puis, pour l'équipe de danse et de percussion, on a mis tout son groupe qui ils sont tous là. Et tout à l'heure, il y aura encore d'autres équipes de danse et puis de films, de tout ça, et des chercheurs et des chercheurs. N'importe quelle intelligence qu'il peut avoir, il lui faut d'abord la sagesse, il lui faut la patience et il lui faut l'humilité. Il y en a qui se sont dit chercheurs. Il y en a aussi des chercheurs. Il y en a qui sont mathématiciens. Il y en a aussi qui sont des mathématiciens. Il y en a, il y en a qui se sont dit intellectuels. Il y en a aussi qui ne sont que des intellectuels. Il y en a qui se sont dit agriculteurs. Mais il y en a aussi qui ne sont que des agriculteurs. Il y en a qui se sont dit qu'ils sont des parlementaires. Mais il y en a aussi qui sont des parlementaires. Il y en a qui se sont dit, eux, ils pratiquent le commerce équitable. Mais il y en a aussi qui pratiquent le commerce équirentable. Mais
si nous revenons aux chercheurs ou les mathématiciens, il y en a des mathématiciens qui nous ont bourré le crâne depuis des siècles que la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est faux. Quand on ne vérifie pas, on se fait prendre dans le piège. La ligne droite n'a jamais été le plus court chemin d'un point à un autre. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Il y en a qui nous ont bourré le crâne depuis des siècles. Ça, oh là là, c'est des philosophes qui ont passé tout leur temps à développer la physophonie. C'est des excités cérébraux. Il y en a qui nous ont dit depuis des siècles qui va doucement va sûrement arriver en retard. Ouais, parce qu'il y a des philosophes maintenant qui n'ont même pas de barbe. Et cela, il ne m'impressionne pas. Un vrai philosophe doit avoir une barbe enrichie, comme on dit, comme Einstein, comme Pythagore, comme il s'appelle encore comment, Pasteur. Ça, c'est des scientifiques. Einstein disait, les plus dangereux, ce n'est pas ceux-là qui détruisent le monde, mais ce sont ceux-là qui le regardent faire sans rien faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde faire? Non, on ne les regardera pas faire. Et il y en a qui disaient, qui vivra, verra. J'ai un oncle qui était né malvoyant au Cameroun. Et il était mort malvoyant. Il a vécu pendant plus de 96 ans. Il a alors vu quoi? Moi, je dis qui vivra, mourra. Oui, je m'appelle Ngombulu Yasangi Yamina Bantu Lasconi. Mon prénom kilométrique Ngombulu Yasangi Yamina Bantu signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, écrivain, poète, documentariste, historiographe, chef d'orchestre de jazz, entre autres. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. J'ai été invité par la ville de Tremblay en France pour prendre part au festival Reflet d'Afrique, puisque nous sommes là pour présenter l'Afrique coquette, celle qui est méconnue. Donc ici, j'expose mes œuvres, hein, ce sont mes documentaires. J'ai une filmographie de 30 films et avec mon équipe de Cimarron Productions, nous sommes basés à Accra au Ghana et nous avons réussi à constituer la 14e base de données mondiale sur le monde noir. Donc nous avons 173 000 photographies exclusivement sur l'Afrique et sa diaspora historique. Et nous avons également 26 000 rushs. Et donc nous avons plusieurs expositions itinérantes. C'est le cas aujourd'hui, l'Afrique millénaire, qui est une exposition constituée de 6 300 photos. Mais étant donné que la ville de Tremblay a un peu lésiné sur les moyens, donc nous avons réduit notre exposition à 100 photographies qui nous montrent les villes vestiges d'Afrique, comme Djenné, Tombouctou, Gao, enfin pas vraiment vestiges, ce sont des villes encore habitées, mais il y a également des vestiges, notamment les ruines de l'Europénie, qui est l'un des plus vieux sites du continent africain. Et donc nous sommes là pour en parler, montrer cette Afrique méconnue, afin que les Africains, en tout cas les enfants d'immigrés, deuxième génération, n'aient pas un regard étriqué sur le continent de leurs parents. L'homme qui m'a inspiré s'appelle Marcus Mosier Garvey. Il venait d'une petite île de la Caraïbe de 10 990 000 km² et il a dit, écrit dans un ouvrage qui s'appelle Philosophy and Opinion, A people without knowledge of his past history, origins and culture is like a tree without roots. Un peuple qui n'a pas la connaissance de son passé, de sa culture, comme un arbre sans racines. Donc je pense que cet adage est en moi et à chaque fois que j'y pense, cela me pousse de l'avant parce que je suis avant tout à la recherche d'un enracinement, parce qu'aucun peuple ne peut se développer avec une culture d'emprunt. Donc je suis à la recherche
de tout ce qui peut m'élever spirituellement et culturellement. Je me suis donné les moyens de mes ambitions. C'est comme un homme qui convoite une femme. Il fera en quelque sorte de mettre toutes les chances de ses côtés. Eh bien, je procède de la même manière. En fait, j'ai une passion, c'est l'Afrique et le monde noir. C'est vraiment ma passion. Et quand on a ce genre de passion, il faut se donner les moyens. Il faut dire aussi que j'ai une orchestre de jazz. Je fais des tournées et c'est bien payé. Lorsque je gagne de l'argent, ben, je finance mes voyages. Ben, mon côté artiste est que j'ai fait le conservatoire de musique et de danse de Lagny-sur-Marne. J'ai étudié la théorie musicale avec Pascal Protois, qui est un violoncelliste, et avec Frédéric Couder, qui est saxophoniste, qui a joué dans l'ONG, Orchestre National de Jazz. Et j'ai également mon fils, qui est saxophoniste, lauréat de plusieurs prix de musique classique et de jazz. J'ai ma femme qui est jazzwoman. J'ai mes filles, j'ai une fille qui est pianiste, j'ai une autre fille, Benjamin, qui est tromboniste, trompettiste. Donc voilà, nous sommes une famille d'artistes, nous avons une passion. Et ce qui explique que notre passion est à la fois notre métier. Pas spécialement pour mes enfants qui sont encore mineurs, mais en tout cas cela nous permet aisément de financer nos travaux. Ben, c'est de dire que réveillez-vous, emparez-vous de votre culture parce qu'elle est belle. Nous devons l'exhiber à travers le monde pour dire qui nous sommes. Et pour cela, il faut être ancré dans sa culture. Je pense que le temps n'est plus au diversement futile. Il faut se divertir tout en se cultivant. Et aujourd'hui, l'Afrique est en phase de remporter un pari. C'est de devenir la première puissance culturelle en entendant de développer la technologie pour être la première puissance militaire. Maintenant. S'il vous plaît, vous voulez voir l'exposition, c'est maintenant. Donc là, vous avez la ville de Goundam, elle est encore actuelle au Mali, elle est habitée, c'est dans le désert. Donc les Africains ont construit une ville avec des grandes habitations. C'est une ville millénaire qui a été construite 250 ans avant Jésus-Christ et elle est dans le sable. Donc voilà, c'est une photographie qui date des années 20. Ici, vous avez le château de Fazilida en Éthiopie qui date du XVIe siècle. Donc c'est une période précoloniale. Ici, vous avez la muraille, ce qu'on appelle le Tata de Sikasso. C'est une muraille qui a été cassée par le général Lufederbe qui avait occupé cette partie du Mali. Et il y avait ici un roi qui s'appelait Babemba Traoré qui avait refusé de se soumettre. Et donc, ils avaient construit ce mur avec des remparts pour protéger la ville de Sikasso qui est contiguë au Burkina et à la Côte d'Ivoire. Donc là, c'est une photographie. Cette muraille a été cassée, mais il reste encore des morceaux. Voilà, donc si vous allez au Mali, dans la ville de Sikasso, qui est la deuxième plus grande ville du Mali, vous trouverez des morceaux de ce mur. Et là, vous avez ce qu'on appelle la libella.
La Libella est la 8e merveille du monde. Ce sont 11 églises qui sont reliées par un long tunnel qui ont été creusés sur le rocher. En fait, ce sont des immeubles de 4 étages qui sont en bas. Alors, ça a été taillé sur la roche, on ne sait pas. Jusqu'à présent, les experts, les architectes se posent la question comment cela a été construit. Donc, ça a été construit au XIIe siècle. Ça a pris plus d'un siècle, jusqu'au XIIIe siècle. Et l'empereur Lalibela, c'était un empereur éthiopien qui a régné pendant plusieurs années en Éthiopie. Là, vous avez la ville c'est au Cameroun, Remouba, oui. Donc, vous voyez, c'est une vieille localité. Rien que la muraille, ça fait, le volume fait environ 4 à 5 mètres. Et la hauteur, c'est plus de 10 mètres. Et donc, vous voyez ici, où vu le sultan. Non, c'est pas Fumbal. Là, c'est dans le nord. Ah, d'accord. Chez les Lamido. Okay, alors, ici, vous avez une épée qu'on appelle le Kumasi Sword. Ce sont des épées en or que les peuples Ashanti utilisaient pour se battre. Alors, cette épée, ce n'est qu'un exemple des objets qui ont été pillés en Afrique, se retrouvent aujourd'hui au British Museum, dans une galerie qu'on appelle l'African Sanskrit Gallery. Ici, vous avez un autre objet qui a fait polémique, dont on a très peu parlé dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'obélix d'Assoum. Ça a été volé par les Italiens à Assoum, et ça a été restitué 70 ans après. Donc, ce n'est qu'en 2005 que ce truc a été restitué. Donc, ça faisait partie des monuments qui étaient érigés à Rome, qu'on appelait la Piazza de l'Obélisque. Et donc, le gouvernement éthiopien, suite à plusieurs plaintes, a fini par obtenir gain de cause, mais ça a pris beaucoup de temps. Finalement, l'Obélisque a été démonté et restitué à l'Éthiopie. Et là, donc, vous avez la suite de des églises souterraines de la Libella en Éthiopie. Ici, c'est moi, en pays Dogon. Les Dogons sont un peuple qui vit dans le centre du Mali. C'est en fait un peuple qui a refusé de se convertir à toutes les religions extérieures. Donc, ça fait plus de 700 ans qu'ils vivent sous la roche. Alors, ce peuple maîtrise la science de l'astronomie, l'astrologie. Et c'est d'ailleurs la région où on produit le plus d'oignons en Afrique, alors qu'il pleut très rarement. Alors, le Dogon, peuple brave, parce qu'en fait, ils sont très bons en astrologie, en astronomie, en mathématiques. Beaucoup de scientifiques mondiaux, ceux de la NASA, vont faire leurs recherches chez les Dogons. On dit des Dogons qu'ils ont la science, mais ils n'ont pas la technologie. Et voici leur calendrier, il n'a que 5 jours. Il n'a que 5 jours. Alors, j'ai beaucoup étudié chez les Dogons parce que ce sont des gens qui ont beaucoup et ils sont réputés pour leur probité parce qu'en pays Dogon, il n'y a pas de voleurs. Vous volez, vous mourrez. Vous commettez l'adultère, vous mourrez. Ce sont des choses qui peuvent se vérifier. Et là, donc, vous avez la roche, les Dogons, c'est là. Certains Dogons vivent à l'intérieur, d'autres vivent en bas. Et là, en fait, c'était les tombes de ce qu'on appelle les Télèmes. C'était les gens de courte taille. On dit d'eux que c'était les ancêtres des Pygmées. Et donc, là-dedans, les Dogons vivent là. Alors, la journée, il fait jusqu'à 51 degrés. Il fait très très chaud, mais les gens vivent ici parce qu'en fait, en choisissant de vivre là, les Dogons ont été invincibles puisqu'ils n'ont jamais été colonisés. Ici, vous avez les greniers chez les Dogons. Alors, les greniers chez les Dogons, c'est une société parfaite. Vous pouvez voir ici, j'ai fait exprès de filmer le mil. Le mil est une... comment dirais-je, est une denrée qui se cultive dans le Sahel depuis 3500 ans. Les Dogons, dans tous les villages Dogons, d'ailleurs dans les villages en général de l'Afrique de l'Ouest, vous trouverez toujours des greniers. C'est que l'organisation sociale fait que le fait qu'il ne pleuve pas beaucoup, les gens font des provisions de mil. Donc lorsque vous faites des provisions ici, vous pouvez avoir des provisions pour 10 ans. Vous travaillez pendant une année maximum et pendant 10 ans, tranquille, vous vous servez et vous mangez. Donc la famine ici, on ne connaît pas. Ça c'est moi au Niger, dans le musée qu'on appelle le musée, il faut me filmer en même temps, qu'on appelle le musée Boubou Ama, dont un des conseillers était monsieur Makambila, qui un Congolais, qui a été le conseiller de Seni Punche, et qui a travaillé beaucoup pour élaborer ce musée. Alors ce musée est unique parce que c'est un musée dont l'architecture est typiquement africaine, c'est l'architecture du Niger. Donc ici vous avez l'arbre du Ténéré, qui est un arbre qu'on ne trouve que dans le Sahel, plutôt dans le Sahara. Et si donc vous pouvez apprécier cette architecture, ce sont des croix, en fait ce sont des armoiries. Et là vous avez un patio. Je n'ai pas pu mettre toutes les photos, sinon vous avez vu le ciel.
Donc vous voyez ici, c'est une architecture, une très belle architecture, unique. Comme vous pouvez voir, ce sont des différentes galeries du musée Boubou Ama, ça se trouve au Niger. Maintenant, on arrête les caméras. Je peux venir. Alors, et on rencontre de belles choses ici. Alors j'ai vu dans les stands des livres à destination des enfants pour l'histoire de l'Afrique. J'ai même vu des bandes dessinées, il y a des dessins, des choses comme ça pour les enfants qui leur racontent des histoires depuis l'Égypte royale, nègre. Très bien, très bien. Alors pour la culture, et vous pouvez venir ici donc au centre jeunesse de Tremblay, vous trouverez des fascicules comme ça qui sont disponibles pour tout le monde, qui sont très faciles à lire, Et venez nombreux. Allez.